Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France. JT OVNI en France, c'est l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu en France dernièrement. Des événements ufologiques, des sorties de livres, de films ou des rencontres entre ufologues. Dans cette édition, dans le dossier, je vais vous partager une deuxième étude sur les observations d'OVNI en Ille-et-Vilaine. Je suis actuellement à côté du site mégalithique de Saint-Just. Dans ce secteur, qui est un secteur très intéressant niveau études géo-ufologiques, en dessous il y a plusieurs failles, plusieurs petites cassures géologiques. Mais avant tout, commençons par la première partie de cette édition, les informations importantes. Ici nous sommes, derrière nous, comme vous pouvez le voir, il y a la Nationale 6 et nous sommes au rond-point de Bassou. À l'époque du cas dont je vais vous parler, le rond-point n'existait pas. Et c'est là-bas, disons en face de nous, c'est Migène et derrière c'est Auxerre. Donc sur cette route, cet espace Migène-Auxerre, sur la Nationale 6, une femme rentrait au volant de sa voiture et elle était prise dans un embouteillage. Elle se demandait bien pourquoi il y avait un embouteillage. Et ce qu'elle a vu, c'est que venant de là-bas, de la gauche, c'est-à-dire de sa gauche, parce qu'elle venait de la région de Migène et elle allait sur Auxerre, donc sur sa gauche, elle a vu un énorme disque qu'elle a vu par le dessous, qui était en altitude, et qui n'était pas très haut quand même, mais qui était en altitude. Un énorme disque qui était plus large que la largeur de la Nationale 6, qui était une 3 voies. Et donc, sous ce disque, il y avait des sortes de fenêtres orangées. Et le disque était un peu blanc aussi, dessous. Il y avait 3 lumières disposées en triangle, 3 spots disposés en triangle. Et le pourtour du disque était un peu boursouflé. Ça donnait une boursouflure, une sorte de boursouflure. Et le disque est passé lentement au-dessus de la Nationale 6 et est parti dans cette direction-là, dans la direction, disons, ça doit être Villemer à peu près. Hein. Si je ne me trompe pas, Villemer est situé dans cette région-là. Là-bas c'est Chichery, là c'est Villemer à peu près, voilà. Voilà ce qu'on a vu, en gros ce qui a été dit pour ce cas, hein, qui est très résumé, voilà. Marilyn pour ODH TV, je suis aujourd'hui avec Eric Zurcher qui va nous parler de son observation de 1976. Bonjour Eric. Bonjour Marilyn, bonjour. Alors, ce qui s'est passé cette nuit-là, puisque c'était la nuit, il était à peu près 21h30, vers la mi-avril 1976, j'étais sur une terrasse en hauteur d'un immeuble et j'attendais un couple d'amis. Il faisait une très très belle nuit, assez chaude même pour avril, mais il est vrai qu'on était à Nice. Et puis le ciel était parfaitement pur, très étoilé, il n'y avait pas un nuage, c'était vraiment des conditions idylliques. Et je suis sorti sur la terrasse, en fait je ne sais même pas pourquoi, hein, c'est purement impromptu toute cette histoire. Et j'ai regardé ce beau ciel si tu veux, et tout d'un coup j'ai vu des choses sortir, parce que il y avait un étage encore au-dessus de moi, donc c'était un petit peu bouché. J'avais une moitié de ciel, si tu veux. Voilà. J'avais, au lieu d'avoir 180 degrés, j'avais à peu près 90 degrés de ciel. Hein. J'ai vu sortir des objets, on va appeler ça comme ça, qui volaient à très haute altitude, hein, on va dire dans un couloir qui allait du nord au sud, donc en gros en direction de la Corse. Alors, ces objets ressemblaient à quoi? Imagine des ballons de rugby, mais plus aplatis. Donc des espèces de cigares, finalement. Ils étaient lumineux, mais pas d'une luminosité éblouissante. C'était un petit peu comme, on va dire, 6-7 étoiles relativement brillantes, mises bout à bout. Mais on voyait très bien la forme quand même. Hein. Alors, jusque-là, bon, rien d'extraordinaire. Ces objets étaient 4 dans le premier passage. Et j'ai vu tout de suite que quelque chose n'allait pas par leur manière d'avancer. Si tu veux, on est habitué. Alors il faut savoir une chose, quand on voit ce genre de phénomène, il faut bien comprendre que rien dans ta vie, depuis que tu es né, rien ne t'a jamais préparé à voir ça, parce que tu n'as aucun point de référence. Rien n'existe dans la nature
qui puisse ressembler à ça. C'est pour ça que j'ai eu déjà tellement de mal à cataloguer ça. J'ai dit, il dansait. Bon, alors, on a l'habitude quand même de voir des objets évoluer dans notre environnement, voitures, fusées, avions, trains, dans le sens de la longueur, si tu veux, et ça avance comme ça. Bon, là, pas du tout. Ça avançait de manière perpendiculaire au grand axe de l'ellipse, c'est-à-dire comme ça. Autrement dit, tu ne voyais, imagine que ces cigares étaient des ailes, les ailes avançaient comme ça. Sauf qu'elles n'avançaient pas comme ça. Elles avaient un taux de propagation qui était à peu près de 45 degrés par rapport au grand axe de l'ellipse, c'est-à-dire que ça virait comme ça. Ça partait d'un côté et ça revenait pareil de l'autre. Mais ce n'était pas non plus purement géométrique. Il y avait un mouvement extrêmement gracieux, en fait. Ça faisait un peu ça. C'est pour ça que j'ai parlé de danse. Et le plus extraordinaire, c'est que j'ai eu le sentiment d'une sorte de rapport mathématique complexe entre eux, parce que, quels que soient ces mouvements qui, de prime abord, paraissaient complètement erratiques, non seulement ils ne se touchaient pas, mais j'ai eu l'impression que la distance entre eux était toujours constante. Tu vois, comme s'il y avait un rapport mathématique qui réglait cette distance entre eux. Bon, ça c'est mon interprétation. Mais quand tu le prends en flash comme ça, c'est une autre histoire. Tu es vraiment omnibulé par ce que tu vois. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, hein, silence absolu, bien sûr. Ils ont disparu au bout de 15 secondes, et pas du tout sur l'horizon. Hein. Ils ont disparu par l'éloignement dans le ciel. Ces trucs-là étaient très très hauts, ça volait très vite, probablement autour de 7-8 000 km/h. Et cette façon de se propager était vraiment extraordinaire. J'ai plus jamais vu ça dans ma vie et je suis content de l'avoir vu. Et donc ils ont disparu dans le ciel par l'éloignement. J'ai relevé la tête comme ça, il y en avait 5 autres. Immédiatement, 5 autres ont jailli dans le même couloir, hein, ça, ils suivaient les autres, donc complètement. Même cinéma, hein, même ce jeu. J'ai même eu l'impression, mais la mémoire au bout de 40 ans te joue des tours, hein, j'ai même eu l'impression que non seulement la distance entre eux ne variait pas, mais qu'en fait ils changeaient sans arrêt de position. Si tu veux, c'est pas toujours le même qui était en tête, par exemple, tu vois, et sans que la distance varie. J'en ai discuté avec un physicien. Il m'a dit non, c'est impossible, c'est géométriquement impossible, à moins qu'il y ait eu des variations d'altitude. Il m'a dit là, comme ça c'est d'accord, mais autrement c'est impossible. Donc j'en ai déduit que ma mémoire me jouait un peu des tours par rapport à la brièveté quand même de cet événement, puisque ça a duré 2 fois 15 secondes, 2 fois 20 secondes, quelque chose comme ça. Ça a été assez... Parce qu'ils vont vraiment très vite. Hein, et donc je suis resté là un peu fasciné par ce que j'avais vu. Alors je précise que je n'avais pas bu, de toute façon je ne bois pas et je ne fume pas non plus. Donc, et des hallucinations, j'en ai jamais eu de ma vie. Alors Gilles, aujourd'hui nous sommes à Trans-en-Provence, dans le Var, où s'est déroulée la RR2, la plus connue, la plus enquêtée, la plus médiatisée, la plus critiquée. Voilà, nous sommes juste devant le lieu où s'est déroulée cette rencontre rapprochée du deuxième type. Alors Marilyn, peux-tu nous rappeler l'histoire pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette affaire? Alors il faut revenir 36 ans auparavant, donc le 8 janvier 1981, aux alentours de 17h. Donc Renato Nicolai, le témoin, travaille dehors, donc sa maison est juste ici. Il est en train de travailler dehors et il entend une sorte de sifflement. Il regarde en direction du bruit et il voit tomber rapidement un objet de forme ovale gris. Le temps de faire quelques pas dans la direction de l'objet, donc là il était à peu près 70 mètres de l'objet, il s'avance, le temps d'arriver il était à une trentaine de mètres, l'objet repart en sens inverse très très rapidement. Voilà, donc que fait Renato Nicolai? Il s'approche et il voit qu'il y a des traces par terre. Le soir même, il en parle à sa femme. Sa femme, le lendemain, en parle à une voisine chez qui elle travaille. Et voilà, ils se rendent tous sur le lieu pour voir les traces. Appel de la gendarmerie. Et voilà, l'enquête est lancée. Tu es l'une des dernières personnes à avoir vu donc le témoin principal de l'affaire de Trans-en-Provence. Alors peux-tu nous parler de Renato Nicolai?
Oui, alors en effet, je me suis rendue il y a 2 ans ici même pour rencontrer Renato Nicolai qui m'a accordé 1 heure d'interview. Alors c'est un homme qui avait 86 ans à l'époque, donc il y a 2 ans, il a 88 ans aujourd'hui. Un homme très gentil qui m'a accueilli vraiment très bien. Il a répondu à toutes mes questions. Il était très ému en reparlant de ce qu'il avait vu. Il était très fatigué aussi, voilà. Et il s'est maintenu à l'histoire qu'il a racontée depuis toujours. Voilà. Il n'a rien changé à son témoignage. Et c'était très émouvant pour moi, voilà. Alors nous sommes en 2017, est-ce que la trace est toujours visible? Alors non, malheureusement la trace n'est plus visible. Pourquoi? Parce que Monsieur Nicolai a vendu son terrain et les nouveaux propriétaires ont fait des aménagements et actuellement voilà, il n'y a plus de trace malheureusement. Par contre, il m'a dit que la trace était restée tout le temps jusqu'au bout, jusqu'à ce que les aménagements soient faits. Voilà, ce qui est quand même assez exceptionnel. Tu as actuellement à la main une revue qui parle du cas. Oui, en effet, donc c'est la revue Inexplorée, numéro 33, donc c'est la dernière. Enfin, là, on est en février 2017, donc c'est la dernière. Il y a un article de Jocelyn Morisson qui est très bien écrit, très complet, voilà, donc n'hésitez pas à le lire, à acheter la revue. C'est très intéressant, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres sujets qui sont très intéressants aussi dans la revue. Ok. Bon ben merci Marilyn. Merci à toi. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'astuce du veilleur consacrée aux satellites. Il faut savoir que les flashs iridium ne sont pas tous les mêmes, ils n'ont pas tous la même apparence. Il arrive parfois donc que vous pouviez apercevoir un flash iridium plus intense qu'un autre ou vice versa. Simplement, c'est une question de magnitude. Par exemple, quand le flash iridium est au maximum de son intensité, on a affaire à une magnitude de -7 à -8. Simplement, donc, -7, -8 pour les plus gros. Hein. Et comme j'ai dit, quand le flash est très intense, au maximum de son intensité, il peut avoir un diamètre de 10 km jusqu'à la surface de la Terre, donc c'est quand même le plus intense. Ensuite, on a des petits flashs iridium, ou on pourrait dire des moyens, qui sont toujours observables à l'œil nu, mais qui voilà, sont un peu plus furtifs que ceux de magnitude 7 ou magnitude. Donc on a affaire bien souvent à des magnitudes de -5 à -4. Voilà. Et alors il y a les petits flashs, là il faut vraiment avoir un œil assez vif pour pouvoir les observer, c'est ceux qui font, on va dire, de -3 à -2. Voilà. Évidemment, en dessous de ça, ben, là c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est simplement une question de magnitude. Donc c'est pour ça que les témoins parfois sont vite trompés. Parce que voilà, il faut quand même rappeler les phases de l'iridium, c'est que au départ, les gens ne sont pas habitués à voir ce genre de choses. Alors des fois, il y a des gens qui ne savent même pas qu'on peut voir des satellites dans le ciel. Alors un iridium, c'est encore pire, parce que si on leur explique qu'un satellite est visible à l'œil nu, bon, ils vont penser à un petit point lumineux. Bon, effectivement, c'est bien souvent le cas, mais l'iridium, non. Et c'est ça qui est la source de méprise. C'est qu'ils ont affaire à un petit point lumineux qui s'intensifie progressivement pour rediminuer ensuite, pour disparaître. Alors, et vu que les flashs sont différents, je suis sûr et certain qu'il y a même des veilleurs en ufologie qui ont fait parfois la faute en se disant mais c'est pas un iridium parce qu'il flash moins fort qu'un autre, et ainsi de suite. Donc il faut ça, voilà, c'est important de rappeler les magnitudes, donc jusqu'à 8 maximum, et -2 à -3 pour les plus petits. Alors il existe différents logiciels qui vous permettent justement de connaître les passages de ces iridiums. Ça évitera éventuellement une méprise si vous observez le ciel un jour soir. Il y a différents donc, logiciels, il y a Even Sobov, qui est un des sites principaux, qui propose différentes bases de données avec les passages des iridiums à une telle heure sur la surface du globe. Donc vous choisissez la localisation de votre position d'observation, l'heure, etc. Et là vous pouvez connaître s'il y a des passages ou pas. Il y a d'autres logiciels qui existent, notamment ISS Detector ou encore Stellarium qui permet de voir la carte du ciel dans son entièreté et de connaître aussi les passages satellites
soit en retournant en arrière, éventuellement pour ceux qui font des enquêtes, de retourner dans le temps, voir si des iridiums sont passés à un tel endroit à une telle heure, ou éventuellement de voir en direct le passage. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous retrouve pour la prochaine édition de l'Astuce du Veilleur, et mes amis, en attendant, soyez très vigilants, car ce que nous voyons n'est pas forcément ce qu'on croit être. Donc, je suis actuellement dans le département de l'Yonne avec Rémi Fauchereau, reporter d'ODH TV de ce département et un petit peu des départements limitrophes. Alors Rémi, déjà, où nous sommes actuellement? Nous sommes ici à la montagne aux Alouettes, à proximité de l'Insecte dans l'Yonne. Voilà, qui a été le lieu d'une rencontre rapprochée du troisième type que nous avions vu dans les épisodes consacrés aux ovnis et failles géologiques. Alors, quelles sont les dernières actualités ovnis dans le département de l'Yonne? Les dernières actualités dans le département de l'Yonne sont au nombre d'une quinzaine de cas ovnis qui ont été répertoriés et envoyés depuis le 18 janvier. Mais dans ces cas ovnis, il y a des cas anciens et des cas récents. C'est-à-dire que suite à un article que j'ai fait passer dans l'Yonne républicaine le 18 janvier 2016, où j'avais intitulé l'article en 2015 « Aucun ovni dans le département de l'Yonne », j'ai reçu à peu près une quinzaine de témoignages de gens qui m'ont dit « vous dites des âneries parce que nous, on a vu des ovnis à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit en 2015 ou en 2016 ». Donc j'ai à peu près une quinzaine et j'enquête sur ces cas, une quinzaine de cas sur lesquels j'enquête, quoi. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà reçu toutes les enquêtes papier, toutes les cartes au 25 millième où étaient portées les indications des phénomènes ovnis. Puis maintenant je me déplace avec mon caméscope pour aller enquêter, enregistrer les témoins. Et puis faire des archives sur le sujet. Et qu'est-ce que tu as reçu comme type de cas? C'était plus des rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type ou du troisième type, là, de 2015 à 2016? Des rencontres rapprochées du premier type. On a vu par exemple pendant les années 78 une sorte de soucoupe volante qui tournait autour d'une église à Sens. Une autre, il y a 2 ou 3 ans, au-dessus du premier parc d'éoliennes qui avait été installé à Chitry, une boule en couleur aluminium de la grosseur de la Lune, à peu près, qui descendait d'un nuage, qui remontait, qui descendait, qui remontait, qui faisait le yo-yo, quoi. Mais à chaque fois, elle marquait un temps d'arrêt aussi bien en bas qu'en haut. Et puis d'un seul coup, elle est remontée dans le nuage et elle a disparu. Le gars est resté là pendant 1 heure dans ses vignes. Il était sur le coteau d'Irancy, d'où vous voyez les éoliennes. Et il est resté 1 heure dans sa vigne et il n'a rien vu du tout de nouveau. Bon, au bout d'1 heure, il est reparti. J'ai une autre dame qui m'a contacté pour me dire qu'il y avait un phénomène au-dessus de la centrale de Dampierre sur Loire. Je vous retrouve à présent à côté du grand menhir du Champ de l'An, célèbre menhir de Bretagne qui fait 9,50 m de haut. À Dol de Bretagne, village qui se trouve non loin de ce menhir, il y a eu quelques observations d'ovnis des boules lumineuses. Le phénomène ovni dans le département Ille-et-Vilaine est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain, en blanc sur la carte. Il y a eu quelques rencontres rapprochées du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol, et quelques rencontres rapprochées du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol ou non, avec la présence d'une ou de plusieurs entités. Mais commençons tout d'abord par les rencontres rapprochées du premier type. Le 3 octobre 1954, sur la commune de Lepêtre, il est 20 h. Entre Lepêtre et Argentré-du-Plessis, un engin lumineux ovale évoluant rapidement a été brièvement observé, allant vers le sud-ouest. Il était à environ 300 mètres de hauteur et a ensuite semblé atterrir. Le 4 novembre 1954 sur la commune de Redon.
Au lieu dit la Duinée, un témoin se trouvant dans un bois se retrouve soudainement illuminé comme par des phares d'automobile. Mais aucune voiture ne se trouve sur la route. Un autre témoin fut ébloui de la même façon. Je vous retrouve devant la vieille ville de Saint-Malo, là où le 16 octobre 1954, il y a eu des observations de lueurs au-dessus de la mer, et également en 1971. On peut remarquer qu'ici, il y a souvent des observations vers l'océan, vers la Manche, du côté de Dinard, de l'autre côté, c'est-à-dire en Côte d'Armor, c'est aussi le même cas. Donc passons à présent au cas qu'il y a eu du côté de Saint-Malo. Le 13 juin 1971, sur la commune de Saint-Malo, il est 22h25. Une femme observe de la fenêtre de sa cuisine une lumière au-dessus de l'île de la Conchée. Elle appelle alors son fils. Après avoir suivi une trajectoire horizontale de gauche à droite, l'objet s'immobilise. Il monte et reste alors stationnaire 25 minutes. Il redescend plus rapidement, obliquant légèrement vers la gauche, et disparaît à l'horizon. L'objet variait d'intensité lumineuse au cours des 30 minutes d'observation. Le 3 février 1974, à 9h, sur la commune de Dinard, des dizaines de personnes ont observé dans le ciel de Dinard, à la même heure, un engin identique à celui qui a été vu à 224 km dans le ciel de Brest. Une tache sombre avec une queue de poisson qui faisait à peu près 10 fois la longueur de l'objet. Le dessous était éclairé d'une lumière rouge, orange, qui avait la forme d'une hélice. Non loin de ce site remarquable qui est la Roche-au-Fée, dans le département Ille-et-Vilaine, qui est la découverte la plus grande de France et d'Europe, qui mesure 14 mètres de long, et comme vous le voyez qui est assez haute, se trouve le village d'Orgères. À Orgères, il y a un mégalithe et une faille non loin, et il a été vu, par le passé, des phénomènes aériens non identifiés. Le 15 août 1975, sur la commune de Bédé, il est 23h50. Le témoin circule en moto vers Rennes. Il observe une grosse boule jaune à environ 400 à 500 mètres de hauteur. L'objet descend en se rapprochant, puis repart à une vitesse folle. De face, il avait l'aspect d'un rectangle, de côté, une forme de soupe. Le 14 janvier 1978, sur la commune de Dol de Bretagne, entre 5h57 et 6h45 du matin, plusieurs personnes observent quelques secondes d'importantes lueurs rouges orangées éclairant tous les environs. Deux boules lumineuses orange et bleues sont vues par un automobiliste 500 mètres devant son véhicule. Sur la commune d'Amanlis, le 25 mars 1978, à 21h30, le témoin circule en voiture. Il vient de quitter le village d'Amanlis en direction de Bourbard. Un peu avant le carrefour dit la Thionnet, il observe un reflet dans la glace de sa portière gauche. Il cherche la provenance de ce dernier et observe un disque de la taille apparente d'un couvercle de boîte de fromage de couleur orange. Ce dernier vole à une vitesse légèrement supérieure au véhicule, donc plus de 70 à 80 km/h. La trajectoire est parallèle à la route. L'objet marque un léger temps d'arrêt, puis plonge en diagonale dans la direction du hameau d'Éperon, sur la commune de Nouvoitou. Cette plongée se fait à l'allure sensiblement supérieure à la précédente. Je vous retrouve à présent à Château-Giron, là où en 1980 il y a eu l'observation d'un triangle volant. Mais en octobre 2006, sur la commune de Bruz, observation d'un engin triangulaire volant de couleur gris foncé. Le 1er juin 2014, à 23h07, à Étrelles, une masse sombre munie de deux lumières de petite taille, déplacement soudain à une vitesse vertigineuse et disparition. Une enquête de terrain a confirmé les rapports d'observation des témoins et envisagé plusieurs hypothèses, mais aucune ne correspond bien aux observations. En conclusion, d'après le GEPAN, il s'agit d'un phénomène non identifié, PAN, observé par deux témoins de grande fiabilité dans des conditions d'observation idéales et qui semble résister à toute hypothèse, notamment l'hypothèse explicative du passage d'un météore bolide. Toutefois, l'incertitude sur la trajectoire, l'apparition du pan, son caractère de grande brièveté, l'indépendance des deux témoins qui ont aussitôt échangé sur leur observation interdisent un classement en D2 en l'absence de photographie ou de vidéo. Le GEPAN classe ce cas en pan D1 comme cas inexpliqué de consistance élevée du fait des deux témoignages de grande qualité et d'étrangeté moyenne. La matérialité de l'objet est possible mais pas certaine. Je vous retrouve à présent à côté du village de Mélès, là où en 1992 il y a eu une rencontre rapprochée du troisième type. Un ovni s'est posé au sol et est observé des silhouettes
Il est à signaler que, si on fait une petite étude géo-ufologique, il y a une petite faille non loin du lieu d'atterrissage, et du côté de Saint-Germain-sur-Ille, il y a des carrières et un cromlech, donc un cercle de pierre. Mais passons à présent au cas donc du 3 juin 1992, le RR3 de Mélès. Ainsi, le 3 juin 1992, il est 23h30. Une femme rentre chez elle en voiture. Au moment où elle s'approche du carrefour de la départementale 26, venant de Saint-Germain-sur-Ille, avec le WC 107, son attention est attirée par une forte lumière rouge située au-dessus d'un champ voisin. En regardant mieux, elle constate que cette lueur rouge est en fait produite par deux phares sur un appareil en vol stationnaire au-dessus du nez d'arbre. L'objet présente aussi un feu blanc vers l'arrière. Le témoin ralentit et arrête sa voiture. L'objet est fixe. Puis, après quelques instants, il se met en mouvement en direction du témoin. Il s'abaisse jusqu'à quelques mètres du sol et arrive à une quinzaine de mètres du témoin. L'objet est transparent et le témoin visualise alors un tableau de bord émettant des lumières blanches et vertes et un pilote semblant être chauve et portant une combinaison grise. L'objet est silencieux. Un peu inquiète, le témoin redémarre et commence à avancer doucement. L'objet la suit sur quelques mètres puis disparaît du rétroviseur. 2 kilomètres vers le sud, le témoin retrouve son objet qui est déjà très éloigné vers le sud. Il semble que le haut des arbres de la haie où se trouvait l'objet soit morte après l'observation. Intéressons-nous à présent aux observations d'OVNI qu'il y a au-dessus de la ville de Rennes. Chose qu'on peut constater en regardant la carte des observations d'OVNI en Bretagne effectuée par Laureline du forum Les Mystères des OVNI ou des différentes bases de données sur les observations d'OVNI en France. Il y a de nombreuses observations dans la zone périurbaine de Rennes. Mais ça finalement ce n'est pas une grande découverte. Il faut quand même rappeler que la zone périurbaine de Rennes, il y a moins de pollution lumineuse dans le ciel et les gens voient un petit peu plus la voûte céleste. Il y a eu des observations remarquables dans la banlieue de Rennes, chose que nous allons voir à présent. Le 13 août 1995, à minuit 45, deux témoins observent dans le ciel pour essayer de voir les étoiles filantes. Le ciel est clair, mais une légère brume, basse, est visible. Soudain, apparaît un gros point lumineux semblant positionné au-dessus du Blosne, à une hauteur angulaire de 45 degrés. L'objet grossit, multipliant sa taille par 3 ou 4, et en descendant. Il prend la forme d'un ovale avec un renflement sur le dessus. L'objet se met alors à zigzaguer horizontalement avec des mouvements rapides, une amplitude de 5 à 6 cm à bout de bras, et reprend sa descente droite selon un angle de 45 degrés en direction des tours de Haute-Ourme. Il disparaît alors pendant 1 minute. Les témoins entendent alors un glissement comme une masse qui fend l'air et observent derrière les tours une masse sombre en forme de brioche faisant 3 cm de hauteur à bout de bras. La partie inférieure se trouve dans la brume basse et l'objet disparaît derrière les arbres du bois des Ourmes. Le 5 janvier 1997, sur la commune de Chantepie, vers 2 h du matin, un témoin fermier est réveillé par un bruit d'explosion et un sifflement strident. Son épouse, elle, continue de dormir. Il se lève, va dans la cuisine pour manger un morceau. Soudain, à l'extérieur, un grand flash. Il regarde par la porte-fenêtre et voit au milieu de ses champs comme des phares. Il sort en prenant son fusil de chasse. Il se hâte vers la lumière aveuglante et essaie de crier, mais aucun son ne sort de sa bouche. Il se sent stoppé par une force invisible. Il ne peut plus bouger. Il voit alors deux êtres sortir de la forme lumineuse bleue. Les formes d'aspect visqueux et transparent passent près de lui, semblant l'ignorer en se dirigeant vers la grange sur sa droite. Il sent des picotements sur tout le corps, il transpire et prend conscience d'être dans la neige en chemise de nuit et pantoufles. Il a peur. Les petites formes humanoïdes repassent à proximité et il les voit se fondre dans la forme électrique qui disparaît à la verticale instantanément. Ensuite, le témoin retourne à grand-peine vers la cuisine. Il est 5h15. Il vient de passer 2h45 dehors dans le froid par -9 degrés, en petite tenue, et il transpire.
Ses pantoufles sont gelées. Lorsqu'il entre, sa femme dort toujours. Les lumières sont toutes allumées. Le 26 juillet 1999, à 1h15 du matin, un témoin observe pendant une dizaine de secondes 3 lumières orangées en triangle apparaissant au zénith et s'éloignant rapidement en direction du sud-ouest. Taille des côtés du triangle 2 cm. Un léger halo est visible autour des lumières et une légère oscillation anime la formation. Le 27 septembre 2011, observation d'une masse sombre de grande dimension masquant les étoiles dans le ciel. En conclusion, on peut remarquer qu'il y a de nombreuses observations d'OVNI au-dessus de la ville de Rennes et de la zone périurbaine. On peut remarquer également qu'il y a des phénomènes assez particuliers qui se déroulent non loin de zones faillées. Nous aborderons l'étude géo-ufologique globale des observations d'OVNI en Bretagne au cours d'une prochaine édition dans le JT OVNI en France. Je tiens à rappeler que les témoignages qui vous ont été partagés au cours de cette édition, tout comme pour les autres éditions du JT OVNI, sont des témoignages recueillis par des ufologues de terrain dans leur département, puis retranscrits par la suite dans les bases de données ufologiques. Je rappelle que l'ufologie est basée à 95% sur une base testimoniale, c'est-à-dire un ou plusieurs témoins qui observent un phénomène inconnu dans le ciel. Dans l'édition du JT OVNI en France du mois de mai 2017, je vous partagerai une 6e étude des observations d'OVNI dans le département de l'Yonne avec notre ami et ufologue Rémi Fauchereau, président de l'association d'études des phénomènes aériens non identifiés. Voilà, c'est la fin de ce JT OVNI en France consacré aux observations d'OVNI en Ille-et-Vilaine. Pour terminer cette édition, je vous retrouve à côté de la Roche-Chauffée, lieu légendaire et plus grande à découverte de France et d'Europe qui mesure 14 mètres de long et qui, comme vous le voyez, est très haute. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à faire ce reportage sur les observations d'OVNI en Ille-et-Vilaine. Je remercie également Laureline pour sa carte des observations d'OVNI en Bretagne. La prochaine édition sera disponible dans un mois. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo, caméscope numérique, ainsi que la bonnette à réseau et la station météo. Et à très bientôt sur les chemins de l'ufologie française sur ODH TV. Au revoir.